Le 27 avril dernier, l'Assemblée nationale a adopté la publication d'un rapport qui propose la fusion de France 2 et France 5, une réduction budgétaire d'1 milliard d'euros et une remise en cause profonde du financement même du service public audiovisuel. Long de 551 pages, le texte a été voté par 12 voix contre 10 à l'issue d'une commission d'enquête parlementaire close après 6 mois d'audition menée dans un climat de division extrême. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le grand angle. Ce dossier touche à la fois votre portefeuille de contribuable, votre rapport à l'information et l'avenir du service public audiovisuel français. La question centrale qui structure cette commission tient en une phrase. Qui contrôle l'audiovisuel public en France? Par quel mécanisme? Et avec quelles conséquences pour le pluralisme de l'information? Cette analyse vous donnera la cartographie précise des acteurs en présence, les chiffres validés par la Cour des comptes, les lignes de fracture politique qui traversent la Commission et les perspectives concrètes de transformation. Pour ne pas perdre le fil de cette analyse, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous serez alors averti de chaque nouveau dossier. La commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public a été créée en octobre 2025. Pendant près de 200 heures, sur une période qui s'est étendue de 6 à 12 mois, ses membres ont auditionné les dirigeants de Radio France, ceux de France Télévisions, ainsi que les principaux actionnaires privés du secteur, parmi lesquels Vincent Bolloré et Xavier Niel. L'origine immédiate de cette commission tient à un contexte de crise financière établi en septembre 2025 par la Cour des comptes. France Télévisions affiche un déficit cumulé de 81 millions d'euros depuis 2017. La fermeture de la plateforme Salto, décidée en 2019, puis liquidée 3 ans plus tard, a engendré une perte nette de 60 millions d'euros pour le contribuable. Le coût global du service public audiovisuel français est aujourd'hui évalué à 4 milliards d'euros par an. Depuis la suppression de la redevance, ce financement transite directement par le budget de l'État, à travers une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce mode de financement rend mécaniquement le service public dépendant des arbitrages budgétaires gouvernementaux, et donc plus vulnérable aux pressions politiques que ne l'était l'ancien modèle de la redevance affectée. Sur la base de ces constats, le rapport remis fin avril préconise des mesures structurelles fortes, parmi lesquelles la fusion de France 2 et France 5 et une réduction budgétaire d'1 milliard d'euros. La commission est portée par 2 figures parlementaires aux trajectoires politiques distinctes. Le rapporteur est député UDR, formation alliée du Rassemblement national. Il a utilisé sa fonction comme une tribune politique, dénonçant le gauchisme supposé du service public et plaidant pour sa privatisation. Son objectif assumé est la conquête d'une part d'hégémonie culturelle dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027. Jérémy Patrier-Leitous, le président de la commission, est député Horizon, formation proche d'Édouard Philippe. Il a tenté à plusieurs reprises de modérer son rapporteur avant de finalement voter pour l'adoption du rapport, par souci d'éviter un blocage institutionnel. Cette position de modération qui s'efface devant la logique de majorité illustre la difficulté du centre droit à tenir une ligne autonome face à la radicalisation du discours sur l'audiovisuel. Du côté des dirigeants auditionnés, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a tenu une position défensive. Elle a justifié les déficits par l'inflation, la hausse des prix de l'électricité et celle des loyers, et a défendu fermement l'indépendance éditoriale de ses rédactions, alors qu'elle est régulièrement accusée par la droite radicale d'un militantisme dit woke. Xavier Niel, cofondateur de MediaOne et actionnaire du journal Le Monde, est intervenu lors de son audition de manière offensive. Il a contesté la légitimité même de cette commission, le coût qu'elle représente pour l'État et son instrumentalisation par le rapporteur Alonque. Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire du groupe Canal+, a adopté une posture en apparence inverse, celle du citoyen respectueux du service public et soucieux d'une bonne gestion des deniers publics. Cette posture est néanmoins contredite par la ligne éditoriale de ses propres médias, à commencer par CNews, qui mène une guerre idéologique frontale contre le service public depuis plusieurs années. Autour de ces acteurs centraux, plusieurs figures secondaires ont marqué la commission. Les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand,
dont un dîner avec des dirigeants du Parti socialiste a servi de déclencheur médiatique au scandale. Élise Lucet, qui a défendu fermement la légitimité de ces enquêtes face aux accusations de militantisme. Le député Émeric Caron, qui a opposé une lecture inverse à celle du rapporteur sur la couverture du conflit au Proche-Orient. À noter une absence remarquée au sein de la commission, celle des représentants de la presse souverainiste, à l'image de l'Union populaire républicaine, qui a déploré publiquement avoir été ignorée malgré ses 508 000 abonnés sur YouTube. La fracture politique qui traverse cette commission est d'une rare brutalité. D'un côté, Charles Aloncle et la droite radicale soutiennent que l'audiovisuel public est un repère de militants de gauche payés par l'impôt. De l'autre, les dirigeants des chaînes publiques et la gauche parlementaire répondent que le service public reste précisément le dernier rempart contre l'influence de Vincent Bolloré et l'extrême droite médiatique. Cette opposition se déploie d'abord sur la définition même de la neutralité. L'Institut Thomas More, dont les travaux ont nourri le rapport Alonque, considère que le terme féminicide constitue une notion socialiste et progressiste, donc politiquement marquée. Les journalistes de France Télévisions rétorquent que ce terme est consacré par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2012 et qu'il relève désormais du fait social documenté, non d'une idéologie partisane. Le même institut a produit un autre outil très commenté, surnommé le gauchimètre. Il s'agit d'un classement des chroniques du service public selon leur orientation politique supposée, générée à l'aide d'une intelligence artificielle, en l'occurrence le modèle ChatGPT. La rigueur de cet outil a toutefois été contestée jusque dans la commission elle-même. La méthode classait par exemple la météo de France Inter à gauche, au motif qu'elle évoquait régulièrement les thématiques climatiques. Le retournement factuel central de cette séquence parlementaire concerne Xavier Niel. Alors que le rapporteur l'accusait d'utiliser ces médias pour combattre l'extrême droite, Niel a révélé, lors de son audition et dans ses écrits publiés, qu'il ne s'opposait pas à ce que 40% des Français disposent de médias conformes à leur sensibilité de droite dure. Il a même affirmé son admiration pour l'intelligence de personnalités comme Sarah Knafo. Ce pragmatisme industriel, qui vise avant tout à protéger son business de télécommunications, quel que soit le pouvoir en place en 2027, contredit l'image de rempart de gauche que la droite radicale tentait de lui assigner. Au-delà de ces postures, l'enjeu structurel le plus important réside dans un mécanisme moins visible, celui de la privatisation interne de la production. Le service public délègue une part massive de ses émissions à des groupes privés. Media One, le groupe cofondé par Xavier Niel, produit ainsi les émissions politiques majeures de France 5, parmi lesquelles C'est à vous et C'est dans l'air. Cette porosité crée une zone grise entre les intérêts de grands capitaines d'industrie proches du pouvoir et la ligne éditoriale des chaînes d'État. Le mouvement s'observe également dans le recrutement. Le service public a embauché ces dernières années des figures issues de chaînes privées clairement marquées à droite, comme Benjamin Duhamel, ancien de CNews et de BFM TV. Cette guerre culturelle se joue aussi dans le détail très concret d'un bandeau d'information. Le 25 janvier 2025, France Info a affiché à l'antenne le terme 200 otages pour qualifier des prisonniers palestiniens libérés lors d'un échange avec Israël. Charles Aloncle s'est emparé de cet élément pour étayer son accusation d'une partialité pro-palestinienne du service public. La lecture inverse existe et elle est documentée. Le député Émeric Caron et plusieurs journalistes indépendants pointent au contraire un prisme pro-israélien, en s'appuyant sur la participation de Nathalie Saint-Cric, directrice des rédactions de France Télévisions, à des soirées du Conseil représentatif des institutions juives de France, ainsi que sur ses échanges amicaux avec des polémistes comme Raphaël Enthoven. Le service public se retrouve ainsi attaqué simultanément par les deux pôles politiques pour des raisons opposées. Cette porosité ramène à la question initiale du dossier. Qui contrôle l'audiovisuel public, par quels mécanismes et avec quelles conséquences pour le pluralisme? Le rapport à l'oncle apporte une réponse politique tranchante. Les auditions, et surtout leurs angles morts, révèlent une réalité plus enchevêtrée. Qui se joue moins dans une bataille frontale que dans la combinaison de leviers financiers, capitalistiques et culturels. Au-delà du calendrier parlementaire, le dossier produit des effets concrets, à la fois dans la vie de chacun et dans la santé démocratique du pays. Pour le contribuable français, le coût du service public audiovisuel
représente environ 130 euros par foyer et par an. Si les préconisations du rapport à l'oncle sont suivies, la réduction budgétaire d'1 milliard d'euros se traduirait par une baisse drastique de l'offre culturelle et éducative gratuite, à commencer par les documentaires, les fictions françaises et la programmation jeunesse. Une autre conséquence, plus diffuse mais plus profonde, tient au risque d'un basculement vers un modèle proche des plateformes privées ou vers une information plus segmentée idéologiquement, où chaque sensibilité politique disposerait de ses propres médias en miroir. C'est précisément ce que Xavier Niel paraît anticiper lorsqu'il évoque, sans s'y opposer, l'idée que 40% des Français disposent de médias conformes à une sensibilité de droite dure. Une dimension moins commentée mérite d'être soulignée, celle de la sécurité nationale. Delphine Ernotte rappelle que les militaires suédois et allemands considèrent leur service public audiovisuel comme un outil de résilience en temps de guerre, que ce soit face à des cyberattaques ou face à des conflits terrestres prévus comme une hypothèse sérieuse avant 2029. La confiance d'une population dans ces médias publics constitue un actif stratégique trop souvent ignoré dans le débat franco-français. Au terme de ce dossier, la cartographie est claire. La commission d'enquête à l'oncle ne se résume ni à une querelle budgétaire, ni à un simple combat partisan. Elle est l'expression d'une bataille pour le contrôle de la représentation du monde. Dans un pays où la concentration médiatique privée s'est accélérée et où le service public devient le dernier espace réellement contesté. À la question initiale, qui contrôle l'audiovisuel public en France? Par quel mécanisme et avec quelles conséquences? La réponse tient en trois plans complémentaires. L'État reste le financeur principal, donc le levier ultime, depuis la disparition de la redevance affectée. Les dirigeants publics conservent une indépendance éditoriale formelle, mais sous une pression politique croissante, attestée par le climat même de la commission. Et la production déléguée à des groupes privés, comme Media One, introduit une porosité capitalistique qui rend la frontière entre service public et intérêt privé moins nette qu'elle ne le paraît. Trois prolongements sont à suivre dans les prochains mois. Charles Aloncle a annoncé le dépôt d'une proposition de loi traduisant les conclusions du rapport, qui sera examinée dans la niche parlementaire de l'UDR fin juin 2026. Une procédure judiciaire est par ailleurs en cours, l'association AC Anticorruption ayant saisi la justice pour une présumée prise illégale d'intérêt visant le rapporteur lui-même, ce qui pourrait invalider une partie de ses travaux. Enfin, la fusion de France 2 et France 5 reste une hypothèse structurelle forte, mais son acceptation politique et sociale demeure incertaine. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons très bientôt sur le grand angle.